Donc, comme à l'accoutumée, laisser la parole au service de la questure pour l'appel. Et je laisse la parole à Maria. Présent. 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 Bien, merci. Le quorum est donc atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Je vous propose comme secrétaire de séance Maxime Nymfosi. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, donc Maxime Nymfosi est donc désigné secrétaire de séance. Nous avons en approbation deux comptes rendus de conseils municipaux. Celui du 4 juin 2020 appelle-t-il des observations? Oui. Parlez près de votre micro. Sur la délibération numéro 2, il y a écrit Madame Torres relève le point concernant la retenue des indemnités des élus en cas d'absence injustifiée. Lors du Conseil, j'ai précisé que ce point était illégal et qu'il ne concernait que les communes de plus de 50 000 habitants. J'aurais aimé que ça apparaisse. Ça apparaîtra. D'autres points? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Le procès-verbal du 9 juillet, ce qu'il appelle des observations? Non. Aucune observation? Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Nous démarrons par la première délibération qui s'appelle tout simplement Stratégie de mandat 2020-2026. Pour compter quelques mots d'introduction. Nous avons connu un scrutin municipal les 15 mars et 28 juin dans notre pays. À cette occasion, une campagne électorale a été réalisée avec un certain nombre de programmes qui ont été présentés à la population. Et à cette occasion, l'équipe municipale majoritaire avait présenté un programme en 100 propositions que nous avons souhaité tout simplement les traduire en engagement politique au sein d'une stratégie de mandat. C'est donc un travail qui nous a tout simplement permis d'inscrire, et le document, vous l'avez, il est sur la table, de façon extrêmement détaillée, l'ensemble de ces propositions, tout simplement pour, encore une fois, permettre aux acteurs du territoire, aux citoyens, puisque ce document sera donc public désormais, qu'il soit tout simplement sur le site internet de la ville et également à la disposition d'un certain nombre d'acteurs du territoire, comme les associations par exemple, les acteurs économiques de notre commune ou les associations diverses et variées.
Donc 100 propositions qui sont devenues une centaine d'engagements, 100 engagements, à la fois autour de 2 grands thèmes. Un premier, tout simplement, qui concerne la question des services publics et la place des services publics dans notre commune. Et le deuxième, c'est tout simplement la question de la transition écologique et énergétique, ou les transitions énergétiques et écologiques. Et ces engagements sont donc classés suivant les adjoints, de façon à organiser des feuilles de route par adjoint, par conseiller délégué, et ainsi donner finalement tout le sens au travail de l'équipe municipale. Cette stratégie de mandat est également alimentée par un certain nombre de données socio-économiques de la ville, en termes de besoins des habitants, pour tout simplement, encore une fois, mettre en parallèle, en adéquation, à la fois les besoins et également les politiques publiques à mener. Ce travail-là a fait l'objet d'un séminaire de l'exécutif le 10 juillet dernier, tout simplement avec l'administration pour finalement présenter les grandes orientations politiques de ce mandat. Ce document est un document effectivement volumineux, dense, extrêmement riche. Vous avez les engagements qui sont ainsi portés, l'orientation tout simplement donnée, histoire de replacer le sens de l'action publique. C'est bien cela qui nous est, que nous souhaitions tout simplement porter à connaissance, évidemment, et permettant ainsi à chacune et à chacun de s'y retrouver sur tout simplement le projet de l'équipe municipale, ce qu'il souhaite faire pendant ce mandat et ce sur quoi nous avons été d'ailleurs élus. Donc, je ne serai pas plus long, je vais laisser le premier adjoint présenter de façon synthétique ce document et évidemment ensuite de mettre au débat. Oui, en quelques slides, résumer ce que vient de dire Monsieur le maire, des engagements politiques inscrits dans le marbre. C'est donc la traduction des propositions que nous avons faites aux habitants et du projet qui a été présenté au Pontois. C'est un travail qui a pris quelques semaines, très intense, entre les élus, les directeurs de services et le cabinet, pour fixer ce cap politique du mandat 2020-2026. Donc, il a été alimenté par des besoins de la population, sans propositions qui deviennent sans engagement et qui vont répondre aux grands enjeux de notre ville. C'est des attentes de l'action publique et ces attentes sont traduites par une feuille de route à l'administration qui s'en empare et qui travaille à partir de ces 100 propositions devenues sans engagement. Monsieur le maire l'a dit, il y a eu un classement des délégations selon les délégations. Ces engagements sont répartis avec les 8 adjoints qui sont pilotes du projet, mais qui sont associés, bien sûr, aux conseillers délégués qui leur sont rattachés dans les délégations. Donc, c'est bien toute l'équipe municipale qui est missionnée pour agir. Un instrument de la démocratie, puisque, ça a été dit aussi, une présentation au Pontois sera faite dans les différents secteurs de la ville. Et annuellement, la majorité viendra devant le conseil municipal et retournera devant les Pontois pour présenter les actions qui ont été mises en place. De cela découlera les grandes orientations budgétaires. Le travail va commencer sous l'égide de Maxime Nafosi. Un premier travail, un séminaire le 10 octobre, calibrer les moyens de l'action municipale, dessiner les orientations budgétaires pluriannuelles, et puis un travail de chiffrage qui a déjà commencé et qui sera présenté ce jour-là. Voilà, c'est une première, me semble-t-il, un document de 180 pages qui est présenté, qui doit être adopté ce soir en conseil municipal et qui sera aussi délivré en format numérique. Voilà pour la présentation de ce document. Merci. Juste quelques éléments. Ce document sera également fourni à l'ensemble de nos partenaires avec qui nous travaillons, ce qui sera très utile. Partenaires, encore une fois, les bailleurs et également, je dirais, les institutions. Il permet en grande transparence
de poser ce que nous attendons du mandat et comment nous le voyons. Donc c'est un exercice de démocratie qui est finalement extrêmement transparent parce que toutes les propositions sont là, sont posées. Ce n'est pas simplement un sujet de campagne électorale. Nous le faisons voter ce soir au conseil municipal parce que nous estimons que c'est évidemment le sens que l'on doit donner à l'action publique, la transparence des propositions et évidemment, comme l'a dit le premier adjoint, nous reviendrons régulièrement sur sa mise en œuvre puisque, bien sûr, le but derrière cela, c'est que les choses se mettent en œuvre dans notre ville sur les 6 prochaines années. C'est un document assez unique aujourd'hui et qui nous, encore une fois, qui, sans aucune, en toute humilité, se veut être aussi pédagogique pour tous les citoyens qui ont envie de se plonger à un moment donné dans tout simplement se dire que va-t-il se passer pendant ces 6 prochaines années, quelle est l'orientation qui est posée par l'équipe municipale, les choses seront ainsi écrites. Et on ne pourra pas nous dire vous ne l'aviez pas dit, vous l'aviez dit, les choses au moins sont posées, sont claires, et ça permet ainsi d'avancer. Y a-t-il des observations? Simone Torres. Une intervention rapide et une intervention commune aux 2 groupes d'opposition. Il y a une légitimité aux élections et c'est celle du suffrage universel, malgré tout ce qu'on peut en avoir à dire, et notamment sur l'abstention massive des élections les plus récentes. Ceci dit, vous avez présenté un programme, vous êtes élu pour l'appliquer. Il nous semble donc complètement contre-productif de voter à chaque fois des délibérations vides qui n'existent que pour indiquer que vous allez appliquer votre programme et où il n'y a aucun contenu. Vous nous demandez de voter que vous allez faire quelque chose, que vous allez travailler. Normalement, ça devrait être inutile. Quoique, votre programme, nous le connaissons, vous le mettrez peut-être en œuvre au travers de délibérations qui auront ou pas des résultats concrets. Débattons sur ces délibérations et ne perdons pas systématiquement notre temps dans des déclarations d'intention qui n'engagent rien ni personne, si ce n'est ceux qui veulent bien y croire. Très bien, au moins vous avez l'art de la synthèse, vous avez synthétisé 2 interventions en une. C'est pour moi ce qui est déjà agréable et je vois finalement la fusion qui s'opère, qui était tant attendue pour le second tour et qui du coup se fait désormais ici au conseil municipal, c'est tant mieux. Nous en sommes, c'est une première et c'est important de le noter. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Monsieur Gomila, mettez votre masque. Merci. C'est bien, nous avons police de séance qui s'opère. Personnellement, moi, je trouve votre déclaration commune assez édifiante. Édifiante parce que vous avez ici un document qui fait 90 pages et vous nous théorisez sur le vide. Vous théorisez sur le vide. Je prends des exemples. Calendrier de mise en œuvre opérationnelle sur les questions d'éducation, d'enfance, de petite enfance, de sport, de restauration et de finances. Projet de création d'un nouvel équipement d'accueil de jeunes enfants, septembre 2022. Définition d'un nouveau projet pédagogique et de fonctionnement de la petite enfance pour septembre 2021. Carte scolaire et l'évolution des bâtiments scolaires, définition là aussi d'une stratégie à l'horizon 2021, etc., etc. Je continue parce que c'est évidemment important. Un certain nombre d'actions en matière culturelle. L'initiation aux sciences en lien avec le centre de sciences, prévu fin 2022, gratuité d'accès pour les Pontois et notamment pour les jeunes enfants 2 fois par an. Évidemment, c'est vide tout ça. Ça, c'est du vide. Interdire les plus de 3,5 tonnes dans certaines parties de la ville. Ça aussi, c'est extrêmement ville, c'est pas du tout de la proposition. Je continue, parce que c'est effectivement, là aussi, la caricature peut être utile en politique quand on n'a rien à dire, c'est exact. Mais là, en l'espèce, il y a des choses qui se disent et qui s'écrivent. Je prends des sujets qui sont relatifs aux solidarités, que vous connaissez bien, me semble-t-il.
Lutter contre la fracture numérique, ouvrir un certain nombre de temps d'initiation au public en matière de numérique. Lancer le travail sur un complément minimum garanti en direction des étudiants et des personnes âgées. Nous y sommes. Maintenir le dispositif d'aide aux vacances et évidemment garder notre EPAG municipal et notamment travailler avec les communes environnantes pour définir un projet qui soit un projet de territoire. Bon, voilà la réalité des faits et des choses. Je pensais avoir Non, mais je n'ai pas terminé, Madame Torres. Moi, je veux bien qu'on puisse en permanence caricaturer ce que nous faisons. Constatez au moins que la transparence, d'indiquer ce que nous allons faire, c'est plutôt une qualité politique. C'est plutôt une qualité politique. Mais non, considérez que c'est évidemment une caricature et c'est finalement que du vide. Dommage. Dommage parce que vous auriez pu peut-être contribuer sur ce document, apporter aussi votre regard sur ce document stratégique. À vous, je vous en prie. Je pensais avoir été claire et synthétique, mais apparemment pas. Encore une fois, je n'ai pas dit que ce document était vide, j'ai dit que c'était votre programme et que vous avez été élu pour l'appliquer. Je n'en dirai pas plus. Très bien. En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué. Monsieur Dussart. En fin de compte, là, les 190 pages que nous avez présentées ce soir est simplement la photocopie du programme électoral que vous avez présenté au Pontois au mois de mars prochain, au mois de mars dernier plutôt. Moi, je trouve ça regrettable parce que nous traversons quand même une crise sanitaire due au Covid. Il aurait mieux fallu travailler à destination des Pontois et des Pontoises qui ont perdu leur emploi, qui ont connu le chômage partiel, ou d'autres, malheureusement, qui ont perdu leur emploi tout court à cause de ce Covid. Et l'équipe municipale nous propose un mandat stratégie de 190 pages. Donc l'écologie, vous en faites pas avec ce document. Donc c'est quand même regrettable que vous n'ayez pas passé ce temps-là de mois de mars à aujourd'hui à se préoccuper de la population et de travailler pour qu'ils puissent, pour certains, se nourrir correctement. Voilà. Maxime Nymfosi. Oui, je vais répondre, mais aussi de manière synthétique. La crise que nous traversons, elle est sans précédent. Effectivement, elle est sanitaire, elle est économique, elle est sociale, mais je vais faire la même réponse que Monsieur le maire a fait à Madame Torres. Monsieur Dussart, vous auriez dû prendre la peine de lire le document, parce que en matière de solidarité, justement, ça a été abordé. C'est un renforcement des politiques de solidarité sur notre territoire, c'est un accompagnement des plus fragiles et c'est un accompagnement notamment des personnes qui ont traversé cette crise. Et vous verrez, à juste titre, que justement ces actions qui vont être mises en œuvre pendant ce mandat feront l'objet notamment d'un travail attentif en direction de ces personnes les plus fragiles ou qui connaissent aujourd'hui une période difficile. Faire de la politique, c'est aussi avoir une stratégie. Vous avez tenté de faire de la politique et vous avez eu une stratégie il y a quelques semaines de cela. Force est de constater qu'elle n'a pas fonctionné. La majorité s'est mise au travail dès son élection, donc dès le 16 mars. Malgré le contexte du Covid, nous avons pu échanger, porter la réflexion pour permettre dès le mois de juin de soutenir finalement les Pontois qui sont touchés par la crise. Je le rappelle, le dispositif Passeport Culture en direction des familles pour les aider aussi sur leur pouvoir d'achat et permettre aux enfants de la commune de bénéficier d'activités, soutenir le tissu associatif, la restauration scolaire, la mise en place d'une étude sur le complément minimum garanti qui vient justement soutenir les plus fragiles comme vous le citez. Donc je crois qu'il faut arrêter d'être finalement dans l'incantation ou dans le commentaire. Peut-être finalement que votre place c'est le commentaire, c'est pas l'action finalement. On l'a peut-être vu notamment sur le mandat précédent, les effets de manche, les coups de communication, mais derrière finalement pas grand-chose. Et nous sommes fiers, au nom du groupe Pont de Clean Ville qui avance, de pouvoir porter justement un document stratégique à l'intention des Pontois. Je crois que ça ne s'est jamais fait dans une mandature.
Et qui plus est, on a une responsabilité. On était, puis pour certains, depuis 2008, en 2014, vous étiez aussi parmi nous et nous n'avions pas porté cette ambition-là. Et je crois qu'en début de mandat, de pouvoir justement être clair sur le programme que nous portons, et quand on parle de programme, on est sur une série de propositions, alors que là, nous prenons la peine justement de les décliner, de réaffirmer, d'expliquer ce qu'on a envie de faire, et je crois que ça peut être tout bénéfice. En ce qui concerne rapidement sur l'écologie, effectivement, c'est du papier. Mais croyez-nous, et vous aurez dû lire le document pour vous rendre compte que l'ambition écologique, elle n'est pas uniquement sur du papier, elle est sur les questions de mobilité, elle est sur les questions de la qualité des espaces publics, elle est sur la question de la manière dont on construit notre ville. Et je vous rappelle juste qu'au précédent conseil municipal, vous avez voté contre justement une ambition programmatique de construction de logements qui fait la part belle à l'écologie. Et voilà, pour terminer, il est dommage que vous vous exprimez ainsi, c'est votre choix. Mais en tout cas, nous assumons pleinement le travail qui est fait en direction des Pontois, l'ambition que nous portons collectivement. Et ça, finalement, je crois qu'on ne pourra pas nous l'enlever, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Dolores Rodriguez. Oui, moi je ne vais pas compléter de toute façon ce qu'a dit Maxime Nafousi, on le partage tous. Par contre, je ne laisserai pas dire, Monsieur Dussart, excusez-moi, que pendant le confinement et pendant la crise, on n'a rien fait, on a passé notre temps à écrire un document. Je vous rappelle que dès le lendemain du confinement, tous les services se sont mis en mouvement pour assurer les cantines des plus fragiles, pour accompagner les personnes âgées, pour mettre en place des accueils pour les soignants. Il y a tout un panel, et vous allez le voir un peu plus loin dans la délibération, d'agents et de services publics qui s'est mis en place pour justement préserver les plus fragiles. Après, moi, j'adore Audiard, je ne vais pas le citer ce soir, on est filmé, mais je pense à la lumière qui passe. Merci. Bien. Vous savez que si globalement le tract de campagne qu'on avait réalisé pour les 100 propositions qui tenaient, je crois, en une douzaine de pages, c'était juste la photocopie de ce qu'il y avait là, vous n'atteindriez pas 180 pages. C'est juste arithmétique et simple. Ça veut dire que ce document, il a autre chose. Après, si vous estimez que cet exemplaire, votre exemplaire, il vous est insupportable parce que c'est trop de papier, laissez-le, on le récupérera et on le donnera à quelqu'un d'autre qui voudra le récupérer et l'utiliser à bon escient. Donc ne vous sentez pas du tout frustré de le rendre si vous estimez que vous êtes en train de faire un acte anti-écologique en le gardant. Y a-t-il d'autres interventions? Louisa Laïb. Effectivement, comme disaient mes collègues, on ne peut pas vous laisser dire ce genre de choses, à savoir que dans le cadre de la politique de la ville, il a été voté sur le précédent conseil municipal des subventions qui ont permis un renforcement des activités de loisirs dans les quartiers QPV et QVA. Donc il y a eu aussi une mobilisation de l'ensemble des services et je les en remercie encore une fois parce que le temps était court, mais ils ont réussi à mettre un programme hyper attractif, tant au niveau des sciences que de la culture que du sport, avec la mobilisation de certaines associations qui nous ont permis d'apporter des activités à des familles qui, malheureusement, comme vous l'avez bien dit, suite à la crise sanitaire, perte d'emploi, chômage partiel, n'ont pas pu partir en vacances. Nous sommes mobilisés avec l'ensemble des services pour leur apporter des activités, pour leur permettre d'avoir un peu de, on va dire, d'avoir un peu de liberté, au lieu de penser tout le temps à la crise du Covid, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça. Merci. Merci. Fernand Gomina. Faites passer le micro. Je trouve désolant qu'on est tous là pour faire avancer notre ville et tout. Et que moi je veux bien que ce soit l'opposition, mais jouons notre rôle, jouez le vôtre. Vous pouvez apporter une pierre à l'édifice. C'est pas de perdre notre temps à gâcher comme on fait là depuis un quart d'heure, une demi-heure. On n'avance pas.
apporter des solutions, des propositions. Mais arrêtez le cinéma, là, on amuse tout le monde. C'est pas ça le travail. Là, je trouve ça lamentable. Alors, monsieur le maire, répondons moins, s'il vous plaît, passons au travail. Je trouve ça lamentable. Merci, monsieur le conseiller municipal. Simone Torres. Juste pour répondre à monsieur Gomila, parce que quand même, il faut se rendre compte de qui a parlé le plus longtemps. Il y a eu plusieurs expressions de la majorité, donc s'il y a du cinéma, il n'est pas de notre fait. Ouais, et nous sommes ici pour donner aussi notre opinion, qui n'a pas l'obligation d'être la même que la vôtre. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas obligation d'être la même que la vôtre. Mais il y a aussi l'intelligence de savoir reconnaître que lorsque des propositions sont intelligentes, vous les trouviez intelligentes. C'est ça la politique. Ce n'est pas simplement de trouver forcément une raison de dire « ah mais je ne suis pas d'accord » parce que c'est tellement plus pratique de dire que je ne suis pas d'accord. Et je suis convaincu que d'ailleurs dans ce document, un certain nombre de propositions, vous les validez. Vous les validez. Mais je sais que c'est tellement compliqué pour vous de pouvoir les assumer. Eh bien écoutez donc tact. Nous verrons bien. Mais vous verrez d'ailleurs. Je suis convaincu que vous les voterez. Alors en effet, un certain nombre de ces propositions, nous les validons, d'autant plus qu'elles sont les nôtres. Mais ça n'empêche pas... Je vous rappelle que le premier programme qui est sorti était le nôtre, donc après, on en conclut ce qu'on veut. Peu importe, ça n'empêche pas qu'on puisse s'exprimer, non pas sur les propositions, je vous le rappelle, je vous le redis, on a juste expliqué que c'était de la communication, de faire un gros pavé sur le programme que vous avez déjà présenté pendant la campagne. C'est tout. Moi, je trouve que dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit, c'est quand même pas mal en politique. Donc plutôt que de faire des grandes incantations ici ou là, des grands effets d'estrade, au moins les choses sont là, elles seront votées, et chacun d'ailleurs votera ce qu'il souhaitera, évidemment. Mais au moins les choses sont posées là, et le conseil municipal est désormais comptable de son application. Donc vous verrez, on y reviendra. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Alors je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc il y en a combien? 5. Le document est donc adopté. Un grand merci, évidemment, à vous. Pour le travail, pour toutes celles et ceux qui ont, évidemment, contribué. Délibération numéro 2, il s'agit d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal. Il reprend tout simplement de façon simple, en termes d'organisation, l'organisation politique, la préparation du conseil municipal, la tenue des séances du conseil municipal, les débats et votes des délibérations, les comptes rendus des débats, les commissions, les organes consultants et les dispositions diverses, notamment sur la modification du dit règlement intérieur. Il n'y a pas grand-chose de transcendant dans ce règlement intérieur, si ce n'est la liste des commissions qui sont bien connues, et tout simplement, je dirais, là où vous pouvez tout simplement participer à la vie démocratique, les commissions, les conférences des présidents, la commission d'appel d'offres, évidemment, elle a été élue, donc la commission locale des services publics, les comités consultatifs si nécessaire, etc., etc. Et vous avez tout simplement, je dirais aussi un point qui est important, c'est comment fonctionne le conseil municipal, le pouvoir de police dans cette séance, et qui sont ainsi posés. Vous avez un point qui est important, c'est sur la question de la retenue sur les indemnités d'élus en cas d'absence. C'est là, tout simplement, l'assiduité. Nous reviendrons après sur la question de charte éthique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Y a-t-il des prises de parole? Oui. Non? Oui, Simone Torres. Oui, des remarques sur les changements par rapport au précédent règlement intérieur, pardon. Alors, je note que tout d'un coup, dans les moyens matériels, le local équipé du mobilier a disparu pour les groupes. Donc, on en a un, c'est pas la question, mais je voudrais bien comprendre pourquoi ça disparaît. C'est un droit, c'est pas une faveur, c'est légal. Donc voilà. Et puis, une autre remarque sur la mise à disposition d'un photocopieur et le rajout de sous contrôle.
Alors là, je trouve que c'est vraiment très mesquin, d'autant plus qu'aucun des groupes, à ma connaissance, n'a jamais abusé du photocopieur. Donc voilà, c'est un peu, je trouve ça petit, très petit. Bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Pas d'autres interventions? Des compléments? Sur la question du photocopieur, ben écoutez, l'usage il est simple, c'est qu'il doit être utilisé de façon rationnelle. Au moins les mots sont posés. Et tout simplement, finalement, chacun sait, il n'est pas mis à votre disposition pour faire vos reprographies diverses et variées. Voilà, c'est comme ça. Oui, ce qui n'a jamais été le cas. Ben bien sûr, mais c'est pour ça qu'on le précise. Ça fait vraiment très flic. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez m'écouter, Madame Torres? Mais tout à fait, je ne fais que ça. Non, vous me coupez la parole. Oh. Donc si vous voulez que je ne vous la donne pas le prochain coup, continuez comme ça. Non, mais... Très bien? Vous devez me la donner, monsieur. Non, Si si. Je peux ne pas vous la donner. En cas Écoutez, de Madame trouble... Torres, je vous demande simplement de respecter qui s'exprime. Tout à fait, Okay. allez-y, je m'exprimerai après. Non, mais vous n'avez pas à me dire, allez-y, c'est pas vous qui donnez la parole, c'est moi qui la donne dans cette assemblée. Ok? Le pouvoir de police, c'est le maire qui le tient dans ce conseil municipal. Ok? Donc, tout simplement, il y a une utilisation rationnelle du photocopieur. Pour la question du local, encore une fois, vous dites que c'est une question de droit. La question n'est pas forcément de répéter la loi dans les éléments du règlement intérieur, on précise l'organisation. Donc les choses sont ainsi posées et la loi est respectée dans ce règlement intérieur. Y a-t-il d'autres demandes? Oui. Je vous en prie. Je vais vous rappeler juste une chose, le pouvoir de police consiste à faire respecter le bon déroulement de l'Assemblée, pas à empêcher les gens de parler. Tant que nous, même si nous ne sommes pas d'accord, on peut s'exprimer. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est le cas, mais simplement, c'est que comme vous ne supportez pas quand d'autres s'expriment et vous contredisent, immédiatement vous coupez la parole. Donc c'est pas très compliqué. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, regardez la preuve, j'ai même pas fini, vous êtes déjà en train de prendre la parole. Ouais. C'est quand même assez problématique, non? C'est ça. Très bien. Julien Dussart. Oui, pour les choses qui soient claires, donc vous nous confirmez que chaque groupe peut avoir un local mis à disposition? Pas du tout. Absolument pas. Ce n'est pas une obligation légale de ce point de vue-là. D'accord. Si, c'est une obligation légale. Non, 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 non. C'est une obligation légale. Y a-t-il d'autres observations? Bien, qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui s'abstient? 2, 5, pas 5, pas 3. Vous voulez une suspension de séance? Non? Je suis habitué à ce genre de choses. Bien, je remets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc deux abstentions. Le règlement intérieur est donc adopté. Merci. Exercice du droit de formation des élus. Ben, écoutez, nous le savons, nous avons droit, les élus, même si nous n'avons pas encore atteint un niveau de statut de l'élu qui est suffisamment satisfaisant, on a droit à un certain nombre, tout simplement, de temps pour se former et avec un certain nombre tout simplement de critères et d'orientations. Le montant global annuel du crédit de formation sera réparti à la hauteur de chaque liste. 85% pour le groupe La Majorité, Pont-de-Claix, Une Ville qui avance, 9% pour le groupe Reprenons la parole et 6% pour le groupe Agir ensemble pour Pont-de-Claix. Vous avez donc le droit tout simplement de vous former et évidemment ce qui permet de couvrir les organismes de formation avec une convention signée et en inscrivant chaque année le montant du crédit nécessaire. Il y a également les frais de déplacement, de séjour, les frais de transport, qui sont évidemment proposés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités qui sont fixées par l'État, et notamment aux fonctionnaires de l'État. Et puis vous avez un certain nombre de thématiques, le fonctionnement du conseil municipal, la fiscalité, les commandes publiques, l'aménagement du territoire, les documents d'urbanisme, bref, toutes les compétences municipales, mais aussi la prise de parole en public,
le rôle de l'élu, son développement personnel, les outils bureautiques, informatiques, etc., etc., etc. Je vous invite à ne pas vous priver de cela, parce que c'est important, évidemment, de se former. Il y a un certain nombre de règles. Je précise que les obligations financières de la collectivité en matière de formation, en ce qui concerne les remboursements des frais liés à formation, les conditions ainsi que les modalités de prise en charge comprenant les frais d'enseignement ainsi que les frais de déplacement, les frais de séjour sont fixés par la délibération numéro 28 du Conseil municipal du 27 juin 2019 sont maintenus. La compensation de la perte de revenus liée à la formation pour les élus salariés comme pour les non-salariés s'effectuera dans la double limite, 18 jours par élu, pour la durée du mandat et d'1,5 fois le salaire horaire du SMIC. Le montant total des dépenses liées à la formation inscrit au budget est égal à 20% du montant minimum des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées par la ville de Pont-de-Claix à ses élus. Voilà les éléments. Vous pouvez désormais, évidemment, passer par le service de la questure, le cabinet, si vous voulez, évidemment, travailler avec tel organisme de formation, de façon à ce que nous puissions signer les conventions ad hoc. Y a-t-il des demandes de précision? Oui. Simone Torres. Alors, de précision, en tout cas, sur la page 2. Et il y a écrit, donc, étant donné la composition du conseil municipal, ça sera réparti, le budget sera réparti 85% pour la majorité, 9% pour le groupe Reprenons la parole et 6% pour Agir ensemble pour Pont-de-Claix. Je voudrais savoir si cette répartition, c'est l'enveloppe globale ou si il y a une enveloppe par élu. En gros, est-ce que la même somme est allouée à chaque élu ou pas? Parce que sinon, forcément, ça devient très injuste comme fonctionnement. Vous avez en fait un pourcentage de la masse globale. Si à l'intérieur d'un groupe, il y a des élus qui veulent plus consommer que d'autres, ça regarde le groupe, mais dans la limite tout simplement du pourcentage global. Voilà, il ne faut pas dépasser le 4%, le 6% pour le groupe Agir ensemble pour Pont-de-Claix, le 9% pour votre groupe, et ensuite vous regardez à l'intérieur si vous avez des arrangements à faire, et en tout cas une organisation. Ça peut être plus une année certain, plus une autre année, de façon à suivre des cycles complets. Donc c'est une répartition profondément injuste, on est d'accord? Ben non, c'est le... si. Non, c'est le nombre d'élus. C'est en fait, vous avez 33 élus au conseil municipal. Il y a le nombre d'élus, mais oui. En même temps, il y a par exemple sur le précédent mandat beaucoup d'élus qui ne se sont pas formés, et quel que soit le groupe. Donc, pourquoi laisser la somme la plus importante à un groupe et moins à un autre groupe alors Parce qu'ils sont plus nombreux. C'est la proportionnelle. Oui, c'est la proportionnelle, tout simplement. C'est pas pour ça que c'est juste. La proportionnelle a toujours été juste. Hein. Et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Surtout en ce moment. Jérémy Giono. Oui, du coup, pour préciser ce que voulait dire Madame Torres, en fait, c'est que cette répartition, en fait, vous permet de concentrer un budget très important sur quelques élus potentiellement de votre équipe. Et du coup, finalement, il y a un prisme déformant, si vous voulez, y compris lié au résultat des élections. Globalement, c'est plus ça, en fait. C'est la difficulté de cette question, quoi. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, mais... J'entends, mais... 3-4 élus peuvent concentrer les 80 et quelques pourcents de votre groupe. Et du coup, finalement, la logique serait que chaque élu ait le même budget, entre guillemets. C'était ça le sens de l'intervention. Et ça relève de chaque groupe, en fait. Ça relève de chaque groupe. La majorité organisera les choses de façon à ce que l'ensemble de ces élus puissent se former, tout simplement. Vous ne pouvez pas critiquer le système de la prime majoritaire aux élections municipales. C'est ainsi. Nous avons 28 élus. C'est la vie. C'est ainsi. Donc oui, nous avons besoin, forcément, pour former les 28 élus. Oui. On ne peut pas dire l'inverse. Vous ne pourriez pas dire, en fait, on répartit différemment l'enveloppe. Donc c'est normal qu'elle soit à la proportionnelle du nombre d'élus. Donc c'est logique, puisqu'on considère que tous les élus vont se former. Et vous ne pouvez pas, a priori, considérer qu'ils ne vont pas se former. Donc vous avez aujourd'hui une enveloppe qui représente 9%. Eh bien, c'est cette enveloppe que vous utiliserez annuellement
pour faire vos formations. Et c'est ainsi. Ben, vous me permettrez de ne trouver ni ça logique ni ça juste, mais peu importe, vous êtes exprimé. Une autre remarque sur les orientations de la formation. Là, je ne comprends pas pourquoi vous avez éprouvé le besoin de donner les orientations de la formation, surtout que c'est annulé par la dernière phrase et plus généralement sur le rôle de l'élu et de son développement personnel. On peut se former sur autre chose que les orientations que vous proposez. Les élus ont le droit de choisir les formations qu'ils veulent faire. Voilà, je voulais juste le préciser. En lien avec leur mandat municipal, quand même. Comment ? Avec leur mandat. Autre chose que mandat. Alors tout va bien. Alors il n'y aura pas de difficulté. Il n'y aura pas de... Non, il n'y aura pas de difficulté si c'est en lien avec le mandat. Il n'y a pas de souci, mais au moins, c'est important de le préciser. Bien. La proportionnelle, c'est vraiment ce qui existe de plus juste aujourd'hui. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Non, excusez-moi, il y a 3 abstentions. Très bien. Abstention. Charte éthique de l'élu de Pont-de-Claix. Ça, c'est extrêmement nouveau. C'est finalement là aussi, l'idée de charte, c'est l'idée d'engagement. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître parfois évidentes, mais l'évidence nécessite souvent d'être précisée. On propose ici, tout simplement, que chaque élu s'engage par signature à tout simplement signer cette charte éthique. L'objectif de cette charte, c'est de rappeler les références éthiques, déontologiques dans lesquelles doivent s'inscrire les missions de l'élu municipal. L'exemplarité, le respect des principes éthiques de la part des élus est donc essentiel à la confiance des citoyens. C'est un enjeu d'exemplarité et cette charte éthique prévoit un certain nombre de points. D'abord des principes généraux de tout simplement d'assurer, de remplir avec diligence toutes les obligations de sa fonction et exercer avec modération l'intérêt général des droits qui lui sont conférés. Il traite toutes les personnes avec respect et sans discrimination. Conserver la confidentialité des informations d'ordre privé dont il a la connaissance, c'est très important. Et l'élu bénéficie aussi le droit au respect de sa vie privée. Chaque élu respecte les compétences, les prérogatives de tout mandataire politique ou de tout agent public dans le cadre des institutions républicaines. C'est la recherche de l'intérêt général et non de son intérêt personnel, ou celui de personnes ou groupes de personnes dans le but d'obtenir un intérêt particulier. Il s'abstient de toute initiative ou de toute mesure permettant d'obtenir un avantage quelconque pour lui ou ses proches, conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, au sein d'entités publiques ou privées. Il s'abstient également lorsqu'il décidera de cesser sa fonction d'élu, de prendre des mesures lui accordant un futur avantage personnel, voire professionnel, après la cessation de sa fonction. L'élu s'interdit tout recrutement de personnel, toute promotion, fondée sur des principes autres que celles qui sont intrinsèques, la valeur intrinsèque des personnes. C'est le respect de la dignité en toutes circonstances, c'est donc essentiel. Le non-cumul des mandats électifs locaux et nationaux, bien sûr. L'assiduité et la présence. Une gestion transparente et rigoureuse des deniers publics. La lutte contre les conflits d'intérêts. C'est important de le noter, ça permet évidemment toujours de se poser la question est-ce que je peux être à un moment donné dans une position de conflit d'intérêts? Probité, intégrité, impartialité et les questions évidemment tout simplement de relations au Pontois et l'information des habitants, de défendre le droit d'alerte des agents municipaux et évidemment on vient d'en parler, tout ce qui peut relever de la formation permanente des élus, tout simplement qui doit, pour une gestion toujours plus rigoureuse. Voilà les éléments de cette charte et que je vous invite évidemment toutes et tous à signer. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, Julien Dussart. Oui, donc une déclaration des deux groupes d'opposition, donc on a choisi de faire une intervention en commun. Donc s'il nous semble important d'aller dans le sens d'un engagement fort des élus locaux vis-à-vis de plus de transparence, de garantie, de probité,
Le document présenté ne va pas assez loin pour nous. Sur bien des points, il se contente de préciser la loi. Oui, les membres de l'exécutif municipal ne doivent pas cumuler leur mandat avec un mandat de parlementaire, mais c'est déjà ce que prévoit la loi. Oui, les élus doivent respecter la vie privée de leurs collègues, mais c'est déjà ce que prévoit la loi. Oui, les élus doivent respecter le code des marchés publics et le code général des collectivités, mais c'est déjà ce que prévoit la loi. Sur ce point, nous souhaitons d'ailleurs formuler une demande afin de nous mettre en conformité les actes entre la ville de Pont-de-Claix et la métropole. Vous avez en effet proposé que les présidences de la commission d'appel d'offres et la commission des finances soient confiées à la métropole, à un représentant de l'opposition. Pourquoi ne pas faire autant à la ville de Pont-de-Claix? De même, sur le cumul des mandats, pourquoi ne pas inclure la durée dans le temps, à l'image de ce sur quoi s'est engagée l'équipe municipale de Grenoble? Enfin, toujours en prenant l'exemple de nos voisins grenoblois, pourquoi ne pas publier de manière transparente l'ensemble des mandats occupés par les élus de Pont-de-Claix dans les organismes extérieurs où le présente la commune? Les Pontois peuvent légitimement connaître où les élus les représentent et avec quel niveau de responsabilité, ce sans avoir à consulter de multilibérations qui sont, il faut bien le reconnaître, assez obscures pour un regard profane. En parallèle de la publication de ces mandats, il nous semble important également de publier les montants d'indemnités perçus à ces titres en euros et publier également les avantages en nature, véhicules de fonction, là aussi dans un souci de transparence. Pour finir, sur la question écologique, un calcul du bilan carbone de l'activité des élus pourrait permettre de sensibiliser tout un chacun à l'enjeu environnemental. Le représentant de la communauté se devant être exemplaire dans ce domaine comme dans les autres. Vous l'aurez compris, nous ne nous opposons pas à cet engagement déontologique, bien au contraire. Mais si l'on veut réellement faire preuve de volontarisme, il ne peut se résumer à rappeler les règles déjà fixées par la loi. Qu'un élu doive signer une charte pour s'engager à respecter le droit commun peut à contrario apparaître comme un contraire à l'objectif initial, puisque par définition, la loi s'applique à tous. Nous pensons qu'il faut aller plus loin au travers des différentes propositions que nous avons formulées. Merci pour votre contribution commune, à nouveau. Vous auriez dû fusionner les groupes. Je pense qu'on va bientôt y arriver. C'est bien. C'est intéressant. Sur les éléments que vous avez évoqués, écoutez, toute chose peut toujours évoluer. Et tout dépendra finalement de la nature même du travail qui est mené par les uns et les autres. Vous parlez de la commission des finances, vous parlez d'un certain nombre d'ouvertures. Moi, je suis prêt à les faire. Mais il y a un certain nombre de règles, tout simplement éthiques, qui doivent se poser. Et nous verrons à l'usage, je dirais dans la manière dont tout simplement les rapports s'opèrent ici dans cette Assemblée. Moi, je suis tout à fait prêt à aller vers plus de transparence et que, effectivement, l'opposition puisse être présente là où elle doit être présente. C'est déjà le cas, hein. Les commissions, vous avez des places, vous avez... ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les communes, hein. Je voudrais juste le rappeler. Et il y a d'ailleurs des recours qui sont faits dans certaines communes, plutôt de la sensibilité dans laquelle vous êtes en train d'ailleurs de vous rapprocher, me semble-t-il. Pour ce qui est rappeler le droit commun, mais c'est important de rappeler le droit commun. Est-ce que les habitants savent exactement que dit l'article X du code des collectivités, l'article Y de je ne sais quoi? Là, on remet tout sur une feuille avec votre signature en face. Il n'y a donc aucun souci pour le signer. C'est tout simplement pour dire aux Pontois ce que finalement, c'est aussi de la pédagogie, ce qu'on doit être tout simplement astreint à faire. Moi, je voudrais qu'on soit très pragmatique sur les choses. Un de vos colistiers, M. Dussart, ancien adjoint, a mis exactement près de 6 mois pour rendre l'ordinateur qui était celui qu'il avait, qui appartient à la collectivité. Et lorsque je l'ai reçu, il n'avait pas de disque dur. Autant vous dire que c'était un outil qui servait à rien. Donc globalement, la transparence, elle est là. Moi, je vous invite à dire à M. Yayaoui qu'il rende tout simplement le bien public. Bah dites-le vous quand vous le voyez. Mais ça a été envoyé 3 fois. Oh une fois, ça a été... dites-le quand vous le voyez. Dites-le.
La tablette du CITPI n'a toujours pas été rendue. Oh là là. Eh oui, mais c'est ça aussi, l'éthique. Donc je vous invite, c'est un de vos colistiers. Je suis sûr que vous ferez passer le message. Il y a eu à ce jour 2 lettres qui ont été envoyées. 2. OK? Donc à un moment donné, moi je veux bien que vous nous donniez des leçons. Mais dites aussi à vos colistiers, et notamment un, tout simplement de rendre le bien public. Je le dis d'ailleurs ici, si le disque dur n'était pas rendu, j'émettrais un titre de recette correspondant à tout simplement à ce que la valeur de ce disque dur. Et il lui sera transmis pour qu'il le rembourse. Et c'est normal. Et la tablette du CITPI, j'écrirai au président du CITPI pour lui demander de faire la même chose, parce qu'il n'est pas normal que des objets qui ne sont pas des objets de propriété puissent être tout simplement rendus. Donc vous voyez que chacun a à faire des progrès en matière d'éthique. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, monsieur Dussart. Alors parler des absents, c'est quand même petit, mais bon, ça on a l'habitude de toute façon avec vous. Pour les manières de transparence, quelle est votre indemnité en tant que maire et président de la métropole, et également celui de votre premier adjoint? Répondez à cette question de transparence. Alors, monsieur Dussart, vous savez que moi j'ai une particularité, c'est que moi je déclare mon patrimoine. Public. Non, mais écoutez-moi. Donc vous avez tous ces éléments. Tous ces éléments sont publics. Et où? Ah, écoutez, moi je ne vais pas vous apprendre. Il y a une haute autorité de la transparence de la vie publique dans ce pays. Soyez transparent jusqu'au bout. Où? C'est la haute autorité de transparence de la vie publique. Alors, vu que vous êtes transparent, vous touchez combien en tant que maire et président de la métropole? Monsieur Dussart. Répondez à cette question simple. Monsieur Dussart. Répondez à cette question simple. Monsieur Dussart, il y a une haute autorité de la transparence de la vie publique. Je réponds à la loi, je déclare l'ensemble de mon patrimoine. Il y a des règles pour obtenir toutes ces informations, vous vous y conformerez. Et je vous rappelle d'ailleurs que ces données-là ne peuvent jamais être utilisées publiquement. Je préfère le dire aujourd'hui et vous prévenir, des fois que vous ayez quelques envies à un moment donné. Donc je vous invite, moi, mon patrimoine est déclaré depuis 2014. Vous pourriez d'ailleurs faire la même chose pour vous. Mais pas de souci. Mais bien sûr, vous expliqueriez au Pontois pourquoi vous êtes propriétaire de 2 appartements sur Pont-de-Clé. Et aujourd'hui, vous pourriez l'expliquer. Et vous êtes propriétaire de quoi? Dites-le. Vu que vous dites publiquement ce que j'ai, oui, je suis propriétaire de 2 appartements. Je travaille dans une grande distribution, je gagne 1 400 € par mois. Voilà, je l'ai dit. Et vous? Très bien. Répondez. Ces données sont publiques. Oui, mais donnez le patrimoine des personnes. Je veux bien, mais donnez le vôtre. Mais c'est le mien que j'ai donné. Donnez le vôtre. Donnez l'autre. Là, on est filmé. Il est déclaré publiquement. La parole est à Maxime Linfosi. On est filmé, justement. Je crois qu'à un moment donné, la fin de la récré, il faut la siffler, monsieur Dussart. Ça fait 3 conseils municipaux que vous venez nous demander à chaque fois notre indemnité. Vous les connaissez, les indemnités, vous les avez perçues le précédent mandat. On touche même moins aujourd'hui. Dans la globalité, l'enveloppe globale a baissé. Eh bien, dites-le. Combien? On vous a expliqué, encore une fois, monsieur Dussart, que c'est des calculs à faire. Moi, vous êtes élu local, il y a des budgets qu'on vote, il y a des prises de décision. À vous de savoir aussi calculer, à un moment donné, faire une multiplication ou une addition. Moi, je suis désolé. La société du voyeurisme, elle est ailleurs. Elle est dans Voici, dans Gala, elle est dans ce que vous voulez, mais elle n'est pas dans un conseil municipal. Soyons un petit peu sérieux. Bah oui, soyez on sérieux, parle d'éthique, de transparence que vous portez là en étendard, comme si c'était très bien. Moi, je vous rappelle juste un cas, monsieur Dussart. La transparence, l'éthique, ça aurait été de respecter l'ensemble des élus que nous sommes et de venir au mois de décembre, toquer à la porte et dire, chers collègues avec qui j'ai pu travailler pendant 6 ans, avec qui j'ai souhaité travailler de 2008 à 2014, en allant voir M. Ferrari à longueur de journée pour tenter de rentrer dans son équipe. La chance qu'il vous a fait d'accepter de travailler avec vous, la chance qu'on a pris de pouvoir justement vous accompagner dans votre émergence citoyenne. La transparence et l'éthique, ça aurait été de venir nous voir et de nous dire, écoutez, je suis en désaccord avec vous, et pas de faire cela en catimini. Donc, à un moment donné, dans une période où justement on tape sur les élus
à tort et à travers, où un grand nombre d'élus, quel que soit leur bord politique, se font agresser aujourd'hui, ne rajoutons pas de l'huile sur le feu. Ne rajoutons pas de l'huile sur le feu. Les délibérations, elles sont publiques. Il y a des modes de calcul à faire. Nous ne faisons pas le choix de publier l'ensemble des indemnités que vous connaissez. Arrêtons de jouer aux vierges effarouchées. Vous les connaissez, les indemnités. Mais donc à un moment donné, moi ouais. je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose, parce que dans ces cas-là, on pourrait parler de l'engagement de certains et de la capacité à porter des projets. Parce que les effets de communication, comme on voit aujourd'hui, ou comme vous avez pu les faire dans le mandat précédent, si derrière il y a un vide dans le projet, il y a un vide de portage politique, franchement, moi je vous le laisse avec plaisir. Nous, on est au travail. On a un grand nombre de délibérations qui sont importantes et qui ne sont pas vides de sens comme on a pu l'entendre. Donc on va s'atteler à travailler. Moi je rappelle que 99% des collègues élus travaillent, ont une fonction, prennent du temps sur leur temps de travail ou sont à la retraite et prennent également du temps au détriment de leur famille. Donc arrêtons ces querelles d'écoliers où finalement on se dit ah ben moi tu touches plus, toi tu touches moins, toi tu touches combien, est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu vas pas travailler. On a chacun été à une place, tout le monde a été plus ou moins indemnisé dans cet hémicycle. Donc quand on a bénéficié de l'argent public à juste titre, vous avez travaillé, vous ne l'avez pas volé l'argent, ayons un peu la décence de respecter la démocratie qui fait qu'aujourd'hui le statut de l'élu est indemnisé et malheureusement je pense qu'il est indemnisé, il n'est pas suffisamment indemnisé au regard du temps qu'on passe au détriment de notre emploi, de nos familles et de notre vie privée. Donc la charte, elle vient aussi finalement montrer à la fois des droits et des devoirs que nous avons en tant qu'élus, mais aussi justement nous conformer à une forme d'éthique, de droits, de devoirs qu'on a envie de porter pour la municipalité. Et en tout cas, collectivement, nous, on va s'atteler, le groupe Pontiville qui avance, à respecter cette charte et à faire en sorte justement de porter des projets pour les Pontois et de faire avancer notre ville comme nous le faisons depuis 2008 et comme vous l'avez fait de 2014 à 2020. Merci. Oui, Jérémy Jodot. Alors, pour rebondir sur cette question des transparences relatives aux mandats occupés par l'ensemble des élus dans les structures et aux indemnités, je le dis assez tranquillement parce que effectivement, nous, c'était entre guillemets pas forcément dans notre corpus historique de venir sur ces sujets-là de cette manière-là. Et effectivement, c'est la discussion à la fois avec l'équipe de Julien et plus largement qui a pu nous faire bouger là-dessus positivement, et y compris ce qui se passe récemment. Moi, je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de main en disant on va aller calculer, débrouillez-vous. Évidemment que nous, on sait calculer. Évidemment que Julien, il sait calculer. Ça, personne ne le remet en question, j'espère. Par contre, le citoyen, on a un enjeu de lui fournir l'information. Pourquoi ? Nous, on est très tranquille là-dessus pour ce qui concerne notre obédience politique, puisque, y compris nos élus, reversent au niveau de leurs indemnités d'élus pour ne garder au final que le salaire à laquelle ils étaient avant d'être élus. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai vu au dernier conseil de métro, c'est un monsieur Carignon qui, en fait, a joué de populisme, nous a fait un numéro de populisme sur des négociations qui, en fait, finalement, il a résumé des débats politiques relatifs à des délégations politiques à des questions d'indemnité en disant que ce serait soi-disant des gens qui se répartiraient des bonnes places parce qu'il y aurait à manger derrière. Alors qu'on sait tous ici que ce n'est pas le sujet. Et à partir du moment, je me suis aperçu qu'à partir du moment où quand on disait tout simplement un vice-président de la métro en l'occurrence s'est indemnisé au SMIC pour 50 heures de boulot, effectivement, on tue le jeu là à ce moment-là. Et là, le citoyen, là, on démontre en toute transparence qu'en fait, les élus n'y vont pas pour des questions d'indemnité, ils y vont pour des questions de conviction politique et de délégation, et que quand il y a des frictions, c'est toujours globalement politique,
et absolument pas des questions financières. Donc nous, c'est ça qui, je dirais, a fait évoluer notre position sur ça, et c'est pour ça, y compris, que ça nous semble important qu'on puisse évoluer sur ces questions pour tout simplement, portes et fenêtres ouvertes, et à partir de là, il n'y a rien à cacher, entre guillemets, et tout est accessible, et voilà, y compris que ça permet d'éviter les faux procès aussi, et en même temps de voir exactement qui représente quoi où, pour aussi s'adresser aux bons élus au bon moment, quoi. Et de Julien Dussart. Oui, monsieur Nafouzi, votre intervention me fait sourire. Sourire parce que on se voyait quand même souvent dans les différentes rencontres sportives dans la ville, et notamment une discussion qu'on a pu avoir ensemble fin 2019. Fin 2019, oui. On partageait les mêmes choses. Vous disiez, par exemple, pour citer un exemple, qu'on a un maire qui pense qu'à la métro, on a un premier adjoint qui pense qu'il ne sert à rien. Vous en souvenez? Il faut peut-être rappeler la mémoire. Mais après, il faut être cohérent avec soi-même. La cohérence, d'ailleurs, on a eu une petite discussion le 9 juillet dernier lors du conseil municipal, la cohérence en politique. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais il faut aussi la cohérence au niveau humain. Et ça, c'est important. On ne peut pas critiquer et partir après avec la même équipe. Je ne vois pas quel est l'intérêt, à part de se voiler la face, mais bon, après, chacun pense comme il souhaite. Donc, après, sur le calcul des indemnités, bien sûr, avec la délibération qu'on a votée début juin, on peut faire le calcul. Et comme disait Jérémy, le citoyen, il veut avoir les chiffres réels. Il y a des maires qui l'ont publié. Le maire de Grenoble, par exemple, le maire de Cessin, le maire de Cessiné-Parisé, également, qu'ils ont publié. Pourquoi Pont-Clé, on ne publie pas les montants en euros? En plus, je vous rappelle, c'est la loi, un document que nous avait remis lors du conseil municipal d'installation au mois de mai, où c'est précisé que les montants des indemnités des représentations de l'ensemble des élus doivent être inscrits en euros. Donc, il faut simplement respecter, bien sûr, la loi. Donc, on a voté aussi également au mois de juillet les différentes représentations que les élus siègent dans différentes instances. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui ont pris des postes dans ces syndicats, des postes de président, de vice-président? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont une indemnité là-dessus? Donc là, c'est des questions de transparence, des choses simples. C'est sûr qu'on ne va pas rester sur ce sujet pendant 6 ans. Il y a d'autres sujets à traiter. Mais voilà, si vous voulez jouer la carte de la transparence, répondez à la question simple. Quelle est votre indemnité en tant que maire dans la métropole? Quelle est l'indemnité de votre premier adjoint? Après, voilà, c'est tout. Si vous voulez jouer la carte de la transparence, répondez à cette question qui est simple. Heureusement que ce n'est pas une fixette chez vous. Hein. Parce que franchement, si c'en était une, alors là, ça serait matin, midi et soir. Ces sujets-là existent. Et ils sont publiés. Donc arrêtez de nous faire croire qu'ils n'existent pas. Et après, vous ne dites pas alors? Dites-le. Monsieur Dussart, mais ils sont connus. Donc arrêtez de nous faire croire qu'ils ne sont pas connus. Dites-le. Mais ils sont connus, ils sont publiés. Dites-le. Ils sont publiés. Dites-le, où ça? Monsieur. Non mais, je vous ai dit la haute autorité de transparence de la vie politique. Dites-le au conseil municipal, votre indemnité, ainsi que celui de votre premier adjoint. Si vous voulez... Écoutez... On va voter une charte éthique. Soyez transparent. Écoutez, monsieur Dussart, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Lorsque je vous ai écrit pour vous dire, nous étions sans doute aux alentours du mois de mars, avril, où je vous disais que vous n'étiez plus adjoint et vous perceviez toujours l'indemnité de 1 000 € par mois. 920. Oui, et je vous ai dit, ça serait peut-être bien que vous fassiez un don au CCAS. Je vous l'avais dit. Vous et Ali Yayaoui, qui percevez une indemnité pleine. Pendant combien de mois? Février, mars, avril, mai, quasiment 5 mois. 5 mois. Vous ne m'avez même pas répondu à ce mail. Vous ne m'avez même pas répondu à ce mail. Donc vous avez conservé une indemnité d'environ 1 000 € par mois et finalement sans que vous exerciez aucune responsabilité en tant qu'adjoint.
Moi, j'ai été sidéré de ne pas avoir de réponse. Donc je me suis dit, c'est qu'il en a sans doute largement besoin. C'était ça la réalité, M. Dussart. Donc, encore une fois, je vous avais dit la meilleure façon, c'était tout simplement de faire un don au CCAS, et ça aurait été tout à fait intéressant. Vous ne l'avez pas fait, donc acte. Mais peut-être que vous aviez eu d'autres utilités de cet argent, je n'en doute pas une seule seconde. M. Dussart, et ensuite on clora le débat. Sur ce point, il y a eu des élus de l'ancienne majorité qui étaient absents pendant de nombreux mois, voire... Répondez à ma question, M. Dussart. Répondez à la mienne déjà. Quelle est votre indemnité en tant que maire de Pont-Clé et président de la métropole? Parlez de vous. Vous avez parlé de M. Yaoui qui est même pas présent dans la salle, qui est simplement au conseil municipal. Mais vous, Julien Dussart. Et vous, M. Ferrari. Qu'avez-vous fait de ces Et vous, M. par Ferrari. mois? Et vous? Et c'est pas marqué M. Mongarberus, c'est pas marqué M. Piolle, hein. Donc combien? Bon, voyez, quand on voyez, veut alors répondez à cette question. Quelle est votre indemnité? Répondez. Monsieur Dussart, quand on veut grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. Donc globalement, à un moment donné, c'est bon les leçons. Je mets aux voix la charte éthique. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité en plus sur un sujet. Non, vous abstenez? Oui. Sur la charte éthique. Vous la signerez pas? On va pas signer la loi. Bien, très bien. On va voir si vous la signez. Les Pontois seront ravis de la prendre. Délibération numéro 5, il s'agit de mettre en place la commission communale des impôts directs. 16 titulaires, 16 suppléants. Vous avez la liste. Vous ne demandez pas un vote à bulletin secret? Non. Donc tout le monde est bien représenté, il n'y a pas d'erreur sur cette liste. Alors je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. La commission intercommunale des impôts directs, la C2ID. Et vous avez les titulaires Nymphosie Maxime, Boukersi Mebroc et suppléant Fatima Benenoun, Rémi Besançon. Qui s'oppose, qui s'abstient, abstention 2, adopté. La création et la composition des commissions consultatives des services publics locaux, la CCSPL. Alors, pour la liste Pont-Clé, une ville qui avance, Dolores Rodriguez, Ferhat Setin, Fatima Benilou, Linda Yakou, Jérémy Giono pour Pont-Clé, reprenons la parole, et Julien Dussart pour Agir ensemble pour Pont-Clé. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La désignation des représentants à la CLECT pour la métropole. Titulaire Maxime Nymphosie, suppléant Ferhat Setin. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Je laisse la parole au premier adjoint pour la signature d'une convention d'études avec l'EPFL du Dauphiné afin de mettre en place une stratégie foncière sur le site des Olympiades. Oui. Il y a déjà 4 ans, un sinistre ravageait la plupart des commerces du centre commercial des Olympiades. Depuis cette date, un certain nombre de rencontres ont eu lieu entre la municipalité, les élus et les services, et les propriétaires et les copropriétaires même de cette parcelle. Certains ont touché pour partie des assurances, d'autres n'ont toujours rien touché. Le travail de reconstruction semble difficile. Ils nous ont donc sollicité pour travailler sur un projet, et c'est ce que nous allons faire. Et cette délibération permet au maire de signer une convention d'études avec l'EPFL qui mènera cette consultation et qui nous proposera un certain nombre de scénarios, rachat ou peut-être reconstruction. Enfin, il y a un certain nombre de scénarios qui seront proposés. Et le périmètre d'études inclut bien sûr le lieu du sinistre, mais est un peu plus élargi puisqu'il prend aussi l'ensemble des commerces qui sont dans la zone. Merci. Y a-t-il des observations? Non. C'est pourtant une délibération importante. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Coopération de fournitures sanitaires dans le cadre de la pandémie du coronavirus en aide aux populations de Luzarat en Arménie. Oui, nous avions acté un partenariat en 2018 avec la commune de Luzarat et en lien avec l'association martinéroise France-Russie CEI qui nous sollicite pour venir en aide aux personnes les plus démunies de la commune de Luzarat qui n'ont ni gel ni masque de protection dans cette crise du Covid qui les frappe de plein fouet. Donc il vous est proposé de verser 500 €
à l'association France-Russie CEI qui transmettra ensuite à la collectivité. On voit des photos, là c'est le maire de Lussarat qui est sur cette photo en ma compagnie, et puis d'autres photos qui présentent la collectivité. Très bien. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopter le soutien à l'économie sociale et solidaire, la signature d'une convention de partenariat avec l'entreprise Recilivre. Oui, c'est une délibération qui revient chaque année. En fait, un certain nombre de livres de la médiathèque sont abîmés et on permet à une association locale d'économie sociale et solidaire de les j'allais dire retaper, c'est le mot, et ceux qui sont vraiment trop abîmés sont éliminés, mais les autres sont revendus et une partie des recettes va à une association pontoise. Il avait été décidé que ça soit Sonunga pour l'année à venir. C'est quelque chose qui peut être remis en question chaque année, et le reste va pour faire fonctionner cette entreprise Recycle Livre qui se trouve sur Grenoble. Merci. Des observations? Oui, Simone Torres. Oui, alors en fait, ce n'est pas des observations sur cette délibération, c'est plutôt faire remonter ce que les gens qui sont en commission m'ont dit. Donc, on leur avait répondu que quand ils ont posé des questions sur les premières délibérations, sur les premières commissions, qu'on leur donnerait des réponses quand il y aurait des commissions où il y aurait peu de délibérations. La dernière fois, la commission a duré un quart d'heure, donc ils espéraient avoir des réponses sur leurs demandes, et ça n'a pas été le cas. Donc, je vous redis qu'on voudrait avoir certaines informations, notamment sur le calendrier de l'année de la commission urbanisme. Le premier sujet que les gens ont évoqué, c'est la centrale de cogénération. Il y a ce projet qui a été présenté à la métro, mais il devrait y avoir une enquête d'utilité publique selon nous. Et puis voilà, tous ceux qui ont une chaudière à gaz vont devoir changer de chaudière, donc ça serait bien d'avoir un projet à présenter aux habitants. Ensuite, on m'a demandé aussi de faire remonter des informations, une demande d'information sur les papeteries, sur la ZAC des papeteries, sur les pistes cyclables, sur les arrêts de bus, où on en est du point où on en est sur ce qui va se passer sur les arrêts de bus, et où en sont les opérations immobilières, et notamment sur le Futuroscope. Et dernier point, la convention avec la ville du Chili, qui est maintenant en partenariat avec la ville de Pont-de-Claix, et dont on a demandé déjà des informations sur le précédent mandat. Je suis quand même cool, hein, parce que franchement, la délibération, ça concerne absolument aucun des sujets que vous avez évoqués. Donc, et c'est pas à l'heure du jour. J'aurais pu vous dire, écoutez, maintenant c'est bon, ça c'est pas le sujet. Donc vous avez pu les dire. On est sur la convention avec tout simplement la ville et l'entreprise Recilivre. C'est ça le sujet qu'on a abordé, pas un autre. Donc ici, il n'y a pas d'autre observation là-dessus. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Je laisse la parole à Maxime Navosi pour des délibérations financières. La délibération numéro 12 sur l'admission en non-valeur. Oui, la trésorière de Vif, donc, qui est comptable de la commune, nous informe qu'il lui a été impossible de recouvrer donc, des créances diverses datant des années 2015 et 2019 pour un montant global de 1 002,80 €. Les débiteurs ayant bénéficié donc, d'une décision de justice d'effacement de cette dette suite à un dossier de surendettement, et vous avez notamment la nature des créances qui sont liées à des cas de fourrière ou de cantine et périscolaire. Et d'autre part, elle nous informe qu'elle n'a pu obtenir le recouvrement de certaines créances pour un montant de 9 623,45 € concernant la période de 2011 à 2018. Et vous avez également dans la délibération la nature des créances qui sont liées notamment au paiement des crèches, cantines, périscolaires ou fourrières. Merci. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. Merci. Délibération numéro 13. La politique fiscale de soutien au commerce de proximité pontois. Oui, merci Monsieur le maire.
C'est une délibération donc, qui est pas vide de sens et qui est importante puisqu'elle a fait l'objet notamment d'une proposition dans le cadre de notre projet municipal, en l'occurrence de mettre en œuvre donc, un abattement de la taxe foncière communale sur les commerces de proximité. Il y a un dispositif hein, donc, qui est prévu par l'article du Code général des impôts qui permet aux collectivités qui perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties donc d'instaurer un abattement modulable entre 1% et 15% sur la base d'imposition des ménages et boutiques dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à des ensembles commerciaux. L'abattement de la valeur locative bénéficie donc aux propriétaires des murs et donc si le commerçant est locataire, ce sont les termes du bail qui précisent donc la fiscalité foncière qui est mise à la charge du locataire ou non, ce qui est le cas le plus fréquent. Donc on a jusqu'au 30 septembre 2020 donc, pour instaurer cet abattement qui permettra donc d'être appliqué sur le calcul de l'imposition des locaux en 2021. Donc ça concerne 132 locaux éligibles sur la commune pour notamment 86 propriétaires différents. Donc il y aura, c'est un mécanisme finalement de soutien au commerce de proximité. Alors on parlait tout à l'heure de crise sanitaire. Il y a beaucoup de rideaux de commerçants qui ont fermé, qui ont été baissés pendant de longs mois. Donc finalement, ce soutien en lien avec la métropole qui propose aussi un abattement en faveur des commerçants vient finalement au bon moment, intervient au bon moment pour soutenir nos commerces de proximité. C'est un impact donc pour la ville en termes de perte de recettes qui est donc de moins 40 000 €, et puisque nous décidons de prendre un taux d'abattement à hauteur donc de 15%, c'est le maximum que l'on peut faire pour soutenir le commerce local. Et j'ai mon collègue Mebrock Boukersi qui est absent ce soir, qui suit cette question-là, notamment avec l'ensemble des commerçants de la commune. Il y aura notamment un courrier qui sera envoyé à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs pour les informer de la mise en œuvre de ce dispositif qui prend tout son sens dans la période que nous traversons. Merci. Délibération importante de soutien aux commerçants via cet abattement fiscal. Y a-t-il des observations? Non? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, comme quoi on fait des choses. Fatima Benyeloun pour la modification statutaire des pompes funèbres intercommunales soumises à autorisation préalable des villes actionnaires. Fatima Benyeloun. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une modification dans les statuts des pompes funèbres intercommunales, une modification relativement mineure qui permet la nomination d'un représentant au titre de l'ensemble des actionnaires privés. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Une question. Oui, Simone Torres. Juste une question. Il y avait quoi avant? Puisque là, on nous dit que c'est modifié. Juste combien il y a, enfin, qu'est-ce qu'il y avait avant pour qu'on le modifie? Alors, dans ce que nous a expliqué l'avocat des PFI, la représentativité de l'ensemble des communes concernées ne pouvait pas se faire lors de l'ancien conseil d'administration et il s'agit ainsi de simplifier la représentation de l'ensemble des communes. Mais non, là c'est pour du privé, on nous dit. Non, mais c'est comme ça que légalement ça s'appelle, mais il s'agit de l'ensemble des communes. Donc, nous avons nommé, lors de cette assemblée, une élue pour nous représenter, qui est une élue de la commune de Crolles, où les PFI ont démarré un projet de centre funéraire. Ok, merci pour votre réponse. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit représentant les actionnaires privés, si c'est quelqu'un d'une commune. Parce qu'en fait, il s'agit, les actionnaires principaux des pompes funèbres sont les actionnaires de la métropole, et vous avez ensuite un certain nombre d'actionnaires privés. Vous avez des banques qui sont dedans, et puis vous avez ce qu'on appelle les représentants des petits actionnaires, que sont les communes, et nous sommes des petits actionnaires au titre de cela. Okay. Et il faut tout simplement préciser, et du coup désigner, et inscrire dans nos statuts que cette personne représente les intérêts des communes. Je rappelle qu'il y a la métropole, mais il y a aussi des actionnaires communaux. Système un peu particulier.
Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté, merci. À la place de Mebroc Bouquercy, qui est censé... Maxime Lafosie. L'accompagnement des commerces de proximité durant la phase des travaux. Il s'agit d'une proposition de la commission d'indemnisation amiable. Oui, au conseil municipal du 12 octobre 2017, nous avons, dans le cadre du projet urbain de requalification du centre-ville, mis en place une commission d'indemnisation à l'amiable, appelée CIA, qui est chargée d'évaluer donc les préjudices économiques subis par les commerçants situés donc sur la place du 8 mai 45 et de la place Salvador Allende. Donc l'objectif de cette commission est d'accompagner économiquement les commerçants durant les phases de travaux, et il y a eu une demande d'indemnisation donc de la part de la pharmacie de la place, et la CIA l'indemnise à hauteur donc de 12 299 €, ce qui fait depuis la démarche de CIA dans le cadre du projet de requalification du centre-ville, c'est 12 commerçants qui ont été indemnisés à hauteur de 108 000 € sur la commune. Très bien. Ça veut donc dire que la commission amiable a fonctionné. Simone Torres. Oui, juste une demande, il y a beaucoup de nouveaux élus. Est-ce qu'on pourrait avoir un tableau récapitulatif de qui a été indemnisé et qui va l'être, simplement? On va vous faire ceux qui ont été indemnisés. Ceux qui vont l'être, on ne peut pas parce que c'est des demandes, c'est des dossiers déposés. Oui. Ensuite, c'est la commission qui fait validation et ensuite la décision du conseil municipal. Bien sûr. Pas de souci, on le note à faire, donc ce point-là. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté, merci. Dolores Rodriguez, la reconnaissance de la municipalité pour une prime exceptionnelle en faveur des agents mobilisés durant la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19. Eh bien, nous voilà un titre bien plein avec une délibération importante pour les agents. Il y a un décret qui nous autorise, on n'a pas obligation à verser une prime exceptionnelle pour les agents qui ont été mobilisés pendant le Covid. Dans le cadre du dialogue social, nous avons rencontré les organisations syndicales et nous sommes entendus sur une somme de 30 € pour les agents qui ont dû se rendre au travail en présentiel. On a jugé que le risque, c'était le critère que nous voulions valoriser, en sachant que on a fait le tour des communes limitrophes. Et le seuil le plus haut que nous ayons trouvé, c'est le seuil de la prime octroyée par la métropole de Grenoble, qui était de 30 € par jour. Donc, comme nous sommes quand même un petit peu cohérents, nous avons décidé d'octroyer ces 30 € par jour. À une différence près, c'est que nous ne la proratisons pas au temps de travail, qu'on se soit déplacé sur 1 heure ou qu'on se soit déplacé sur 2 heures ou pendant les 7 heures de travail, le risque, on l'a considéré être le même. Donc nous avons la commission numéro 1, où tous les groupes étaient représentés, a donné un avis favorable. Les organisations syndicales et le CTP aussi. Je vous rappelle que la prime, par contre, allouée aux EHPAD est passée au conseil d'administration déjà. Ça, c'est pour les agents CCAS, hors EHPAD, et les agents ville. Alors, il y en a quelques-uns ici, mais la police municipale, les agents qui ont gardé en présentiel les enfants de soignants, on a fait un tableau, tous les personnels qui se sont déplacés, l'agent d'entretien, même toute seule pour 1 heure dans la mairie, elle aura, parce qu'on voulait aussi délibérer assez rapidement, parce que depuis la fin du confinement, je vous rappelle, c'est une période encadrée, du 17 mars au 10 mai, il serait temps quand même qu'on valorise les agents, et on voulait que ça passe sur la paye d'octobre. Voilà. Merci. Simone Torres. Oui, juste rapidement, reformuler la proposition que M. Giono avait faite au Conseil de juin sur le fait d'élargir la prime aux salariés contractuels de la ville et pas titulaires.
Et puis, j'aurais voulu savoir, parce qu'il y est écrit, il est par ailleurs laissé à l'appréciation de chaque employeur la détermination du périmètre des agents éligibles. Donc, comment on détermine ce périmètre et sur quels sont les critères de choix? Alors, si vous avez tout lu, les agents contractuels vont être valorisés et les horaires aussi. Comment on détermine? Eh bien, on a déterminé par des critères. Et le critère qui a fait consensus tant à la commission numéro 1 que dans le cadre du dialogue social avec les organisations syndicales, c'était la prise de risque. Et du moment où on se déplaçait et qu'on prenait pendant le confinement le risque de venir au travail, maintenir un service public d'ordre et de... Voilà, on a décidé que c'était le présentiel. On aurait pu tout à fait décider autre chose, hein, mais il nous a semblé plus juste, toute instance confondue, y compris le CTP, d'aller sur le présentiel, et les agents qui ont dû se confronter au risque pendant cette période de confinement, alors que nous étions, confinés à la maison, voilà. Même si ce n'était pas facile. Pour un petit rappel, ça concerne en tout 252 agents, et budgétairement, c'est 90 000 €. En gros, voilà. En sachant que le CCAS a déjà été donné, mais c'est un décret qui encadrait spécifiquement le CCAS et qui obligeait, parce que c'était un décret, que là, c'était au bon vouloir des employeurs publics. Voilà. Merci pour la précision sur les critères. Et pour la proposition d'élargir aux salariés non contractuels de la ville, contractuels plutôt. Non contractuels Non, de la... contractuels. Puisque là, les titulaires l'ont. Tous les agents, je ne sais pas, mais arrivé à un moment, on va enlever le masque, hein, excusez-moi monsieur, mais tous les agents qui se sont déplacés, qui ont travaillé, quel que soit leur statut, ils auront leurs 30 € parce qu'ils sont venus au travail et ont pris un risque. Tous les agents. On n'a pas encadré le statut. Alors, je veux dire, on n'est pas rentré contractuel, pas contractuel. Tous ceux qui sont venus travailler entre le 10 mai, entre le 17 mars et le 10 mai, auront les 30 € par jour. Dans une limite, évidemment, qui est encadrée, elle, par le décret de 1 000 €. On ne peut pas dépasser l'octroi de 1 000 €. Mais ça, c'est encadré. Voilà, donc je compte sur vous pour voter cette délibération, parce que certains agents qui étaient pendant le confinement et qui sont là présents seront, ça ne réglera pas tout, mais en tout cas, c'est une certaine reconnaissance de la ville à laquelle on tient tous, je suis sûre. Merci. Merci. Et merci à eux, en tout cas, d'avoir fait fonctionner le service public pendant, évidemment, cette séquence. Tous l'ont fait. Oui. Certains ont télétravaillé, et ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs. Et en tout cas, un grand merci à l'ensemble de nos agents. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté, merci. Le recrutement et le maintien dans l'emploi et accessibilité des agents en situation de handicap. Dolores Rodriguez. Alors voilà, nous vous proposons, s'il vous plaît, de bien vouloir autoriser le maire à signer une convention qui nous permettrait d'avoir des fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est une convention qui nous permettrait, si on la signe, déjà de valoriser tout le travail qui est fait en termes d'encadrement des personnes handicapées, d'amélioration des qualités de vie au travail des agents titulaires, mais aussi d'accompagner le mieux possible les apprentis. Je vous rappelle que sur les 11 apprentis de mémoire, il y avait 7 travailleurs handicapés en devenir. Donc il faut qu'on ait aussi des financements pour les accompagner au mieux et maintenir dans l'emploi les agents qui sont à la ville, pour ne pas imaginer des retraites à validité comme certaines communes ont tendance à l'imaginer bien trop vite. Cette convention nous permettrait sur 3 ans d'avoir une enveloppe qui pourrait aller jusqu'à 180 000 €, 60 000 € la première année. Ce n'est pas une enveloppe négligeable, et c'est une convention qu'il faut aller défendre en préfecture pour montrer l'engagement de la ville
sur l'intégration des travailleurs handicapés. On est à 6,9%, je crois. On est au-delà du seuil autorisé sur l'accueil des travailleurs handicapés. Mais là, ce n'est pas seulement un pourcentage d'accueil, c'est aussi avoir les moyens de les faire s'intégrer le mieux possible pour que aussi les déprécariser à l'avenir. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est important. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Michel Langlais pour la signature d'une convention de partenariat avec le SMAG. Ah, c'est Gilbert. C'est Gilbert Bonnet qui la rapporte. Très bien, Gilbert Bonnet. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc nous proposons une signature de convention avec le SMAG. Nos réalisations et nos projets sont la preuve de notre volontarisme pour les déplacements alternatifs à la voiture. L'arrivée du tramway A en décembre dernier, avec l'Étoile qui devient le terminus de la ligne au sud de la métropole, on est dans une illustration forte. Les incitations au cheminement en vélo ou encore à pied sont importants. Nous avons développé nos itinéraires comme la chrono-vélo et aménagé avec la métropole l'Euro-Véloroute 64 le long du Drac jusqu'à Comboire. Les mobilités propres et sûres, ce sera aussi le RER métropolitain, car nous voulons donner la priorité au transport collectif avec le futur pôle échange multimodal. Nous sommes aussi engagés dans le programme Zone à faible émission, par l'incitation, mais aussi en acquérant des véhicules utilitaires électriques pour notre parc. C'est d'autant plus important pour nous qui vivons dans la cuvette grenobloise et que 50% de la pollution est due au dioxyde d'azote et un tiers aux particules fines qui proviennent des véhicules. La ville doit accompagner la transition vers des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle en allant plus loin. C'est tout l'objectif du plan de mobilité pour la période 2020-2023 qui est soumis à votre vote aujourd'hui. La ville est déjà dotée d'un plan de déplacement d'administration pour favoriser les alternatives à la voiture pour ses agents. Le plan de mobilité employeur le remplace et nous engage sur 3 ans. Nous mènerons des actions de promotion auprès des agents pour des déplacements domicile-travail. Nous promouvrons l'utilisation des transports en commun, le télétravail quand il est possible et utile, la mutualisation des véhicules quand l'autosolisme devient une aberration. Et nous accélérerons le renouvellement de notre parc de véhicules. La commune de Pont-de-Claix pourra bénéficier d'avantages tarifaires pour ses agents, d'un accompagnement opérationnel et d'un soutien technique apporté par le SMAG. La fréquentation dans les transports en commun ne peut que progresser dans les années à venir, que ce soit le bus, le train ou le tramway. Il est primordial pour nous d'être au rendez-vous et de tout mettre en œuvre pour inciter nos concitoyens à s'engager dans ce mode de déplacement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations à cette délibération? Michel Langlais. Oui, monsieur le maire, pour compléter cette présentation, je voulais préciser que la ville a participé hier au Challenge Mobilité. Le Challenge Mobilité, c'est une initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont nous fêtons les 10 ans et qui incite les participants à venir au travail autrement qu'en utilisant leur voiture individuelle. Cela passe par les transports en commun, le vélo, le covoiturage, etc. Et je sais que certains de nos agents ont participé à ce challenge et je tenais à les féliciter.
Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Délibération numéro 19, la demande de subvention pour les années 21-22 à la CAF dans le cadre du fonctionnement du centre ressources. La parole est à Louisa Laïb. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération relate en fait la situation du centre de ressources. Donc, la ville de Pont-de-Clé porte pour le compte de Grenoble-Alpes Métropole le centre de ressources de la gestion urbaine et sociale de proximité, plus communément appelé centre GUSP. Ce centre de ressources est consacré au développement d'une culture commune de la GUSP sur les territoires des partenaires. C'est un lieu permanent d'expérimentation et de réflexion, d'échange de bonnes pratiques et de développement de nouvelles pratiques participatives avec l'ensemble des acteurs du cadre de vie, institutions et citoyens de la métropole grenobloise et plus largement de la région. Il est proposé diverses animations, donc visites de sites, ateliers thématiques, séminaires d'acteurs, modules de formation, actions sur ce site, associant professionnels, élus et habitants. Le fonctionnement de ce centre de ressources de la GUSP est financé en partie par la participation de Grenoble-Alpes Métropole, Valence, Romans Agglo, le Pays Voironnais, Apsis, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère et la ville de Saint-Marcellin, qui sont aussi signataires de la convention de partenariat. L'État aussi finance également le centre de ressources GUSP via les crédits politiques de la ville. Et dans le cadre de l'accompagnement aux politiques locales, la CAF de l'Isère peut soutenir certaines initiatives, des événements, des projets dont les objectifs font partie des priorités d'intervention d'action sociale de la CAF. Donc, le centre de GUSP a bénéficié les années précédentes de cette participation financière de la CAF. Et donc, pour solliciter une aide financière pour 2020-2021, un dossier de demande de subvention doit être déposé. Donc, il s'agit donc, de par cette délibération, d'autoriser Monsieur le maire à établir et déposer une demande de subvention auprès de la CAF. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Non? À ce stade, eh bien, écoutez, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Vous avez les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, conformément à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Juste que nous sommes informés à l'instant que la métropole de Grenoble ainsi que Paris passent désormais en zone d'alerte renforcée pour le coronavirus. À l'instant, par le ministre lui-même. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un bon repos. Merci, à bientôt.